Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live, notre émission bimensuelle. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 août 2023. L'été bat son plein, il fait beau à La Réunion, il fait beau sur les indices aussi qui reprennent quelques couleurs. J'espère que vous avez pu profiter de la période estivale, partir en vacances. Je viens de voir une baleine sauter à ma fenêtre. C'est absolument magnifique en ce moment, ce spectacle à La Réunion des baleines tous les jours qui s'amusent. Bonjour à tous, bonjour Soupa Crypto, bienvenue pour notre émission. Merci Mathieu. Écoutez, sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Prenez vos responsabilités. Je remercie les partenaires de cette émission, Trade Republic et Citi. Et je vous rappelle, pour ceux qui étaient intéressés par les turbos, que j'ai fait un webinaire avec le responsable Europe de Trade Republic et le responsable français de Citi. C'était dans la newsletter de début août. Et c'est sur la chaîne WeBourse évidemment. Nos rendez-vous un mardi sur deux, donc nous y voilà. Je serai en vacances à partir de la fin de la semaine pour 2 semaines. Du coup, la prochaine émission sera dans un mois, me semble-t-il, le 19 septembre prochain. À tous les jours, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour des informations, des graphiques, des sondages. Je serai évidemment un petit peu plus calme dans les 2 semaines à venir puisqu'on vadrouille en France. Mais vous recevrez quand même ma newsletter qui part un mercredi sur 2 et qui sera envoyée mercredi prochain. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, cela se passe sur nicolacheyron.fr. Au sommaire de cette émission, nous allons faire un petit focus sur les sujets qui animent les marchés en ce moment, puis un top flop macroéconomique. On passera ensuite au graphique des principaux actifs, indices, or, pétrole, bitcoin et une sélection d'actions. Et puisque c'est l'été et puisque je suis en forme et que vous avez été sage, nous avons un gros programme avec le chiffre magique 51 actions, tout comme il y a 15 jours. Alors, focus marché, le Nasdaq, il était suracheté après un premier semestre absolument magnifique. Il était également soutenu et haussier au mois de juillet. Il a ensuite démarré sa pause estivale. Il a consolidé de 8% ces dernières semaines. Le CAC 40, lui, n'a fait que passer du haut au bas, au haut, au bas de son range. Il se balade entre 7100 et 7500 points grosso modo. Les volumes sont plutôt faibles, l'été bat son plein, les gérants sont en vacances. Et il faut dire que les marchés tiennent bien, globalement, malgré de nombreuses mauvaises nouvelles venant de Chine, notamment du secteur immobilier, des mauvais chiffres d'importation, d'exportation, des mauvais chiffres au niveau du chômage des jeunes, des très mauvais chiffres au niveau du secteur immobilier, mais pour l'instant pas d'effet de contagion. C'est contenu, géré pour l'instant par les autorités chinoises qui continuent de baisser les taux d'intérêt et d'essayer de redynamiser tout ça. De toute façon, que ce soit les chiffres d'inflation, les taux d'intérêt, les risques de récession, le secteur immobilier en Chine, force est de constater que pour le moment, eh bien, le marché encaisse relativement bien et on le verra dans la partie top flop. Il y a des raisons à cela, notamment des forces de rappel, des soutiens, les gérants qui reviennent à l'achat, les opérations de buyback, les rachats d'actions par les entreprises qui soutiennent les prix et aussi les anticipations de croissance des bénéfices des entreprises pour la fin de cette année et surtout pour 2024. Les opérateurs ont donc envie de voir le verre à moitié plein.
Ces fameux opérateurs d'ailleurs qui sont dans l'attente du symposium de Jackson Hole, donc en gros c'est la réunion qui se fera en cette fin de semaine avec les grands de ce monde, les présidents de différentes zones économiques, des banquiers centraux. On devrait avoir en théorie des explications sur la future politique monétaire américaine et également des prévisions sur la conjoncture économique mondiale. En ce moment même, puisque nous sommes le 22 et pour les 2 jours à venir, eh bien, il y a le 15e sommet du groupe BRICS avec des discussions sur l'expansion de ce groupe et l'amélioration des liens économiques. Ils y parleront notamment d'échanges commerciaux dans d'autres monnaies que le dollar américain. Nvidia, qui a fait beaucoup couler d'encre ces dernières semaines, notamment de par sa puissance haussière et ses performances en cette année 2023. Nvidia profite de l'essor de l'intelligence artificielle et la société publiera mercredi ses résultats trimestriels, un rendez-vous qui est très attendu. Le pétrole consolide sa hausse récente, il était passé de 64 à 84 dollars en 6 semaines. Et il respire donc stable autour des 80 dollars depuis à peu près 10 jours. Le Bitcoin a loupé une marche. Il a cassé sa dynamique haussière des derniers mois. Une dynamique haussière qui était valide au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, avec laquelle il avait une bonne relation jusqu'ici. Même chose sur l'Ethereum. La dynamique haussière s'est cassée au profit donc d'une certaine neutralité. Et les cours s'approchent d'une zone clé de soutien qui est autour de 25 000 dollars, 24 800 dollars exactement. Et dernière semaine, pour profiter du code promo Nicolas30, vous savez, je suis partenaire de Trade Republic, courtier allemand chez qui j'ai un compte, chez qui ma femme a un compte, chez qui vous pouvez faire du dollar cost average, le fameux DCA, les achats mensuels programmés. Ça permet sur un compte titre d'acheter des métaux, des cryptos, des actions américaines, des ETF, et ce en automatique avec des frais de courtage extrêmement réduits. Ils sont même gratuits dans le cadre d'un programme d'achat automatique, le DCA. Et j'avais négocié pour vous un code promotion Nicolas30. Voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient, qui seraient en train d'ouvrir un compte, n'oubliez pas de mettre ce code parrainage pour pouvoir avoir 30 € d'offert et pouvoir commencer à investir. On passe au top flop. Donc comme je vous le disais il y a quelques instants, après les particuliers qui sont revenus à l'achat ces 6 derniers mois, c'est au tour des gérants de portefeuille de soutenir les marchés puisque ces derniers reviennent sur le marché action. Ils avaient beaucoup de liquidités, ils s'étaient mis sur le marché obligataire. Et ils reviennent sur le marché action, ce qui le soutient. Ils reviennent notamment en graphique de droite sur la tech. On peut voir donc qu'ils sont passés net acheteurs sur la tech, et ce qui a notamment permis au Nasdaq de faire une performance hallucinante sur les 7 premiers mois de l'année. Donc voilà, les gérants qui étaient en retrait rentrent à leur tour sur le marché, ce qui explique le soutien des dernières semaines. Du coup, les indicateurs de sentiment vont de pair et se sont relevés. Le Centix graphique de gauche donc, est reparti à la hausse. Il y a un soutien, un élan positif. Graphique de droite, c'est un sondage fait sur Twitter au niveau des particuliers. Alors, il a baissé un petit peu depuis 10 jours parce que le Nasdaq a perdu 8% et qu'il fallait qu'on consolide, mais globalement, sur les dernières semaines, ce sentiment était revenu positif progressivement, soutenant les cours. Cette année, chou blanc pour les dividendes versés dans le monde, ils devraient être à égalité avec l'année précédente. On parle de 2091 milliards de dollars distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. On a donc une stabilité en fait quand on regarde sur 1 an et demi sur de très nombreux indices.
Le CAC 40 est plus ou moins au même prix qu'avant la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, c'est la même chose. Sur la MSCI World, c'est la même chose. Les niveaux des dividendes, on est plutôt stable. Donc voilà, on est revenu à l'équilibre. Et ce qui fait que les marchés tiennent malgré les mauvaises nouvelles, ce sont les anticipations, les estimations pour 2024 et 2025, que ce soit en termes de dividendes versés ou de bénéfices réalisés par les entreprises. Eh bien, le consensus est pour l'instant fortement haussier. Graphique de droite qui a aidé les marchés aussi à se reprendre ces derniers mois, c'est la baisse de l'inflation. Alors vous avez en fait l'inflation de décembre 2020 à juillet 2023 en bleu clair, en bleu foncé, vous avez l'inflation qu'il y a eu autour des années 1940. On est à peu près dans le même schéma avec une forte hausse de l'inflation puis une baisse de l'inflation. Par contre, vous noterez également que revenu à un certain niveau, l'inflation a plus de mal à descendre, c'est normal. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle se stabilise dans les mois à venir. Graphique de gauche, c'est le taux de chômage chez les jeunes en Chine. Et étant donné que le chiffre est dégueulasse, les autorités ont décidé de ne plus le publier. Voilà, tout simplement. On prend le problème et on le glisse sous le tapis. Graphique de droite, ce sont des faillites d'entreprises aux États-Unis. On est sur des chiffres beaucoup plus élevés qu'en 2021 et 2022. On est plus ou moins au même niveau que pendant le Covid en 2020. Je lisais ce matin un papier repris par Christophe Barrot, économiste français, qui disait que pour de nombreuses petites entreprises aux États-Unis, eh bien, la récession était déjà là dans les chiffres, dans les résultats des entreprises. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu une économie à deux vitesses avec des grosses entreprises qui continuent de générer de la croissance et des bénéfices et des petites entreprises qui sont frappées de plein fouet par le ralentissement économique et parfois la baisse de la consommation. Et puisque les grosses entreprises plaisent plus lourd que les petites entreprises en bourse, eh bien pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la folie furieuse, je viens de voir 4 baleines sauter en même temps hors de l'eau, c'est complètement dingue. À La Réunion, c'est la folie en ce moment. J'ai pris le bateau hier pour aller les voir, c'était un magnifique spectacle. Si vous venez à La Réunion, d'ailleurs, faites-moi signe, hein, n'hésitez pas, on ira se boire un petit café. Graphique de gauche, c'est un graphique sur les forces de rappel, les forces haussières, notamment les buybacks, donc les rachats d'actions par les entreprises. Et vous pouvez constater que même si les buybacks attendus en 2023 sont inférieurs aux buybacks de 2022, on reste non loin des records historiques. Le graphique de droite, c'est le graphique qui explique la bonne tenue des actions américaines. C'est la croissance des bénéfices des entreprises. Effectivement, au dernier trimestre 2022 et aux 2 premiers trimestres 2023, les bénéfices des entreprises aux États-Unis ont baissé. Oui, je sais, 80% des entreprises qui ont publié récemment ont fait mieux que le consensus, mais le consensus était complètement pourri. Comme d'habitude, ça fait 6 mois qu'ils révisent petit à petit le consensus à la baisse, donc forcément quand on publie, c'est un peu mieux que le consensus. Mais on avait une baisse des bénéfices des entreprises, et à partir du 3e trimestre, on attend du moins pire, et de la croissance à partir du 4e trimestre 2023, puis toute l'année 2024. Donc c'est ce qui explique que les indices boursiers tiennent aussi bien, c'est que les opérateurs encaissent les chiffres qui viennent de paraître et sont confiants et espèrent que les chiffres fin 2023 et en tous les cas 2024 seront au rendez-vous et positifs. À gauche, petit graphique du PIB en Purchasing Power Parity de nos amis les BRICS. Donc les BRICS, acronyme créé en 2001. En 2009, le premier sommet des BRICS, avec l'Afrique du Sud qui les a rejoints un an plus tard.
Aujourd'hui, les BRICS, tout confondu, pèsent 50% du PIB mondial, sont en train de dépasser les pays développés. On pourrait se dire qu'ils vont prendre le lead. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une disparité politique et économique dans les BRICS qui est quand même assez hallucinante et ils n'ont pas de monnaie commune. Alors c'est vrai que certains pays commencent à échanger en yuan, d'autres le font déjà en euros, d'autres le font dans des monnaies locales, et on parle souvent de la fin de l'hégémonie du dollar. Bon, je vous ai repris un petit article de 1978 qui disait déjà que le dollar allait un petit peu être en échec en tant que monnaie de réserve. Aujourd'hui, le dollar est partout et il devrait continuer de l'être encore longtemps. Alors oui, les BRICS vont avoir une part de plus en plus importante, économique, politique, mais pour l'instant, en termes de monnaie, il n'y a rien qui puisse égaler, modifier, changer le dollar américain. C'est peut-être que l'hégémonie du dollar va baisser petit à petit. C'est quelque chose qui pourrait se faire sur les 10-15 ans à venir, mais c'est pas du jour au lendemain que le king dollar va être détrôné. Et puis pour finir, un peu d'éducatif, un peu d'humour. À gauche, vous avez un graphique qui vous montre les cours du Nasdaq 100. En octobre dernier, dans les sondages, 60% des investisseurs étaient baissiers. Et qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est reparti à la hausse. Et 8 mois plus tard, cet été, au mois de juillet, CNBC titrait « La plupart des investisseurs pensent que nous sommes dans un nouveau bull market et qu'il n'y aura pas de récession. » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le marché fait un top et baisse de près de 10%. Ne suivez jamais le consensus. Quand tout le monde est pessimiste, généralement il faut acheter. Quand tout le monde devient optimiste, généralement il faut prendre des bénéfices. Comme le dit Warren Buffett, buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'avidité. Et l'affiche de droite, ce sera peut-être l'affiche d'un futur film, The Big Short 2, sait-on jamais. À gauche, vous avez Michael Burry qui a shorté la bulle immobilière en 2008 et qui a fait une petite fortune à ce moment-là. Michael Burry, dont on a appris qu'il avait pris des positions à effet de levier qui représentaient autour de 1,6 milliard à la vente, à la baisse, donc sur le Nasdaq et le S&P 500. On ne sait pas quand est-ce qu'il est rentré, on ne sait pas s'il a pris des bénéfices, mais en tous les cas, il joue gros. Et puis les trois autres protagonistes, c'est Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, Jim Cramer, qui est très connu pour ses prévisions à la télé et notamment s'être totalement planté sur des valeurs comme Facebook ou Nvidia. Nvidia, quand elle était tout en bas il y a 6 mois, il disait qu'il fallait la shorter et maintenant il dit qu'il faut l'acheter. Et notre cher président Biden, voilà, pour les protagonistes. On va passer à l'analyse graphique sur la plateforme de ProRealTime. Le CAC 40, eh bien le CAC 40 fait du surplace. Voilà, le CAC 40 est au même prix que le mois dernier, qu'il y a 3 mois et qu'il y a 6 mois. Voilà, c'est un marché totalement neutre et lent en pause estivale. Voilà, c'est pour ça que je répète depuis des mois qu'on peut faire du trend following sur les valeurs qui montent le plus, qu'on peut faire du stock picking sur des valeurs qui donnent des signaux. Mais qu'il faut prudence garder sur ces indices, enfin notamment cet indice, le CAC 40, qui plafonne et qui n'arrive pas à monter au-dessus. On peut jouer des écarts quand le CAC 40 revient à 7100 points, qu'on a des belles actions sur repli, ça permet de les acheter. Quand on a le CAC 40 qui remonte à 7500 points, on prend des bénéfices, on couvre son portefeuille, on allège un petit peu pendant l'été, histoire de pouvoir dormir tranquille sur sa serviette. Italia 75, j'ai pas compris votre question. Tu parles du Surfin ou de l'autre conférence coin? Je vais à aucune des deux cette année. Je ne vais pas au Surfin Bitcoin que j'ai fait ces 2 dernières années. J'irai peut-être l'année prochaine.
J'aime bien parce que Noélia répond dans le chat. Je crois qu'il ne sera pas là pour la conférence. Effectivement, ma chère Noélia, tu m'as l'air bien au courant de mon emploi du temps. Donc le CAC, rien à dire. Si pour une raison ou une autre, je préviens puisque j'aurai pas d'émission pendant un mois, alors que je serai en vacances, c'est que généralement quand je pars en vacances il se passe des trucs. Alors espérons que ce soit plutôt une signature d'accord de pause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui fasse gagner 5% au marché plutôt que un géant de l'immobilier chinois qui fait faillite et qui entraîne une débâcle sur le secteur. Mais voilà, je serai absent pendant les 2-3 semaines qui viennent. Si et seulement si on revient sur MM200, on la casse et on casse le bas du range à 7050 points, ça pue. Ça pue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut couvrir son portefeuille, ça veut dire qu'on peut alléger son portefeuille, qu'on aura remonté ses stops de protection et qu'on aura peut-être quelques lignes du portefeuille qui sortiront pour pouvoir créer de la liquidité et pour pouvoir ne pas être surinvesti et en risque en cas de débandade du marché. Pour l'instant, on est dans une dynamique haussière de long terme, on est dans une dynamique haussière de moyen terme, on reste au-dessus des mêmes 200, donc jusqu'ici, et ce malgré des mauvaises nouvelles, tout va bien. Après, je vous ai expliqué quelles étaient les forces de rappel et de soutien qui faisaient que le marché tenait, les gérants qui reviennent à l'achat, les buybacks, les résultats d'entreprises qui étaient supérieurs aux attentes et les espoirs pour 2024. Mais je préviens, si on sort par le bas de ce range, là, ça changerait la donne et il faudrait faire attention. On peut regarder les autres actifs, le pétrole. Donc le pétrole, il était dans un range entre 65 et 84 dollars. Il a essayé de passer en force à la hausse. Il n'est pas passé, donc il retombe gentiment. Il y a un manque de tendance. On est au-dessus des MM200, mais c'est une MM200 baissière. Je pense que vraiment la simplicité, c'est de se dire qu'on est toujours dans le range. On peut revenir autour des 75-76 dollars et cette fameuse MM200. Pour l'instant, il y a une absence totale de tendance. Concernant les cours de l'or, on est revenu sur une zone de soutien, la zone des 1890-1900 dollars. Ça réagit pour le moment, donc à surveiller. Je pense que le discours de Jérôme Powell au symposium de Jackson Hole pourrait faire bouger le dollar, les taux d'intérêt et l'or. C'est pas compliqué. Si Jérôme Powell ou des membres de la Fed nous disent que les taux vont arrêter de monter, voire même qu'ils baisseront dans un avenir proche, eh bien à ce moment-là, on peut avoir le dollar qui baisse et l'or qui se reprend, les indices aussi d'ailleurs. Si au contraire le dollar reste fort, eh bien l'or, l'argent, les métaux en général qui sont dénominés en dollars resteront sous pression. On peut regarder le Bitcoin également. Le Bitcoin, il était tout simplement dans une tendance haussière au-dessus des mêmes 200. Il l'avait testé une fois, il l'avait approché une deuxième fois, il l'avait cassé la troisième fois. Et donc la dynamique haussière qui était en place, elle est rompue. Et on passe donc de haussier à neutre avec une borne de haute à 31 000 dollars, une borne basse ici à 24 800, 25 000 dollars qu'il ne faut absolument pas casser puisque sinon on passerait de neutre à baissier et là il pourrait y avoir du grabuge. Donc pour l'instant on va dire que voilà, il y a eu un signal baissier de court terme. La plupart des gens qui font des cryptos en font plutôt à moyen et à long terme. J'ai envie de dire plus de peur que de mal. La presse, c'est quand même pas très joli ce qui se passe là sur le Bitcoin. Malgré le rebond depuis 2 jours du Nasdaq, le Bitcoin, lui, ne rebondit pas. Voilà, il y a eu pas mal de spéculations sur les lancements d'ETF il y a 2-3 mois qui ont permis au Bitcoin de revenir au contact des 30-32 000 dollars. Pour l'instant, le marché n'en veut pas.
On a vu le CAC neutre, on a vu l'or attentiste, le pétrole qui consolide sa hausse récente, le Bitcoin qui a un petit peu cassé son support. On va passer maintenant aux actions. Avec une grosse liste d'actions, 51 actions, en référence à la boisson de l'été évidemment. On parle de biotech, on parle de valeurs françaises, de valeurs américaines, on parle de grosses valeurs du CAC, on parle de valeurs moyennes qui sont en cours de retournement, d'autres qui ont touché des supports. C'est parti pour cette liste. Merci à tous de m'avoir proposé des valeurs. Désolé si je n'ai pas toutes pu les prendre. Vous m'avez, je crois, proposé plus de 200 valeurs à regarder. Et il a fallu que je fasse un choix. N'y voyez pas de méchanceté gratuite ou de critique. Parfois, je vais tout simplement regarder la configuration et vous dire que techniquement parlant, elle ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que le dossier est mauvais fondamentalement parlant, mais ça veut dire en tous les cas qu'à court terme ou à moyen terme, le dossier ne bouge pas, que les opérateurs ne s'y intéressent pas. Et moi, quand il y a un manque de tendance, de dynamique, de volume, eh bien, ça ne m'intéresse pas, je préfère regarder autre chose. Voilà. Et on commence tout de suite par en plus une valeur qui va m'attirer des foudres, puisque ce matin, je publie un tweet sur Adosia en disant attention aux derniers entrants. Adosia, voilà, qui est sur un deal potentiel actuellement, qui pourrait lui rapporter énormément. C'est tout le problème avec les biotech françaises de toute façon. Il y a un deal avec Sanofi potentiellement. Ça peut la faire changer de dimension. Si ça ne tombe pas, elle peut perdre 70% en une séance. C'est le principe même des biotech françaises. Je ne suis pas là pour dire que c'est un bon dossier ou un mauvais dossier pour vous dire que le deal va se signer ou pas. Je voulais juste en parler aujourd'hui pour dire attention. Attention, on a une hausse avec une première vitesse, une deuxième vitesse, une troisième vitesse, des gaps haussiers, des longs chandeliers haussiers, une hausse de la volatilité, des courants paraboliques, des volumes qui deviennent énormes. Et ça, c'est plutôt le signe à court terme d'une fin de hausse, d'une fin de spéculation, et non pas du début de quelque chose. Alors oui, si une bonne nouvelle tombe, une annonce, le super deal tant attendu, elle peut encore gagner 50 ou 100%. Là n'est pas la question. Si j'ai publié ce matin sur Twitter pour parler d'Adosia quand elle était autour de 12 euros, 12,30 €, c'était pour dire... Si vous êtes parmi les derniers entrants, c'est-à-dire si vous êtes rentré à 9, 10, 11 ou même 12 euros dans l'accélération haussière alors que les prix avaient déjà fait x5, faites attention, ça peut aller vite dans les deux sens. On peut le voir ce matin, elle était à 13,40 €, 2 heures plus tard elle était à 10,80 €, ça fait 19% de baisse. Je sais très bien ce qui se passe quand il y a une biotech française qui explose. Tout le monde en parle sur les forums. Il y a des objectifs farfelus qui sortent. Il y a des particuliers qui débutent la bourse qui se mettent à acheter pile à la fin de la hausse et qui derrière se prennent moins 40% dans les dents. Mon post était fait pour ces personnes-là pour leur dire attention, ça reste une biotech, ça reste volatile. On a eu des courants paraboliques, des volumes qui augmentent très fortement. Et là, aujourd'hui, ça m'a l'air quand même de distribuer. Peut-être qu'elle ira plus haut. En tous les cas, moi, j'ai fait mon job, j'ai prévenu. D'ailleurs, fait intéressant, vous noterez que la baisse du jour s'est arrêtée sur les 50% de retracement de la hausse d'hier. Quand on a un énorme chandelier plein haussier comme ça, généralement, les 50% du chandelier font support. Voilà. Donc à court terme, le premier support est ici à 10,80 et en dessous, il y a le gap ici entre 9,40 et 9,70. À vous de voir, fonction de votre entrée, fonction de votre profil, de si vous venez de découvrir ce dossier ou si vous êtes actionnaire depuis des années parce que vous espériez que ça se passe ainsi. À vous de voir si vous mettez un stop et à quel prix.
Moi, j'ai fait mon job de prévention. Ensuite, Adyen. Adyen, c'était une belle aventure ces dernières années. Une très belle hausse en 2019, 2020, 2021. 2022, comme de nombreuses valeurs, elle n'a pas apprécié. Et 2023, elle avait du mal à se reprendre. Elle était dans un range. Elle a fait un échec en haut, deux échecs en haut, trois échecs en haut. Elle a fait une fausse cassure. C'est rare, ça arrive. Vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour ne pas se faire avoir par ça? C'est difficile. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est mettre un stop. C'est-à-dire, j'achète l'accélération au-dessus de la résistance, mais si on réintègre la résistance, je sors rapidement. Je mets un stop à 3, 4, 5, 7, allez, pourquoi pas 10%. Et quand la valeur se met à réintégrer son range et à se casser la figure avant la publication de ses résultats, eh bien, je sors plutôt que de jouer avec le feu. À noter ici que celui qui avait un stop de protection est sorti le jour de la publication des résultats à moins 10 à 1200 euros, alors que celui qui n'avait pas de stop a tenu la position et s'est retrouvé à moins 40%. Encore une fois, vive les stops de protection. Est-ce qu'il faut acheter du Adyen ou pas à ce prix-là? Vous connaissez mon avis, c'est un couteau qui tombe. Comme n'importe quel couteau qui tombe, ça baisse vite, ça baisse fort, peut y avoir des rebonds techniques. Moi, je laisse la poussière retomber, je laisse une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois passer. Le temps que la baisse soit purgée, que le couteau soit planté, qu'une construction se mette en place. Et si et seulement si, après une construction, on sort par le haut de cette construction, eh bien alors je pourrais m'y intéresser. Mais acheter une valeur où là, pratiquement tous les jours, on a des analystes qui revoient leur copie à la baisse et qui font pression sur les prix, je n'y vois absolument aucun intérêt. C'est se mettre en risque plus qu'autre chose. Airbus, elle tient sa dynamique haussière. Alors désolé si j'ai des petits problèmes de chargement de graphique. On a eu des problèmes d'internet à La Réunion. Et mon internet est beaucoup plus lent depuis 2 semaines. Donc je fais mon possible. Airbus, donc elle est toujours dans sa dynamique haussière de moyen terme depuis le Covid. Ça fait 3 ans qu'elle est dedans. On peut voir ici voilà, une belle linéarité depuis la fin de l'année dernière. Chaque fois qu'elle fait 3 pas en avant, elle fait 2 pas en arrière. Elle monte en crabe. À court terme, elle a touché le support des 125, elle l'a frôlé, elle a réagi positivement. On a la MM200 qui est à 122 euros sous la borne basse du canal. À mon sens, voilà, si on veut mettre un stop de court terme, il faut le mettre sous les 122 euros. Si on veut mettre un stop de moyen terme, il faut le mettre sous les 118 euros. Si on a un stop de très long terme, on peut même l'avoir beaucoup plus large, sous les 106 euros. Cela dépend encore une fois du prix auquel vous êtes entré et de votre profil, à savoir est-ce que vous êtes investisseur de court terme ou investisseur de long terme. On retourne en Hollande avec Alphen. Ceci est un graphique qui se passe d'explication. C'est une dynamique baissière avec une oblique, avec un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs, 6 échecs. Tant que Alphen est sous cette oblique et n'arrive pas à la passer en force, il n'y a aucun signal acheteur. Si et seulement si Alphen arrivait à casser cette dynamique baissière, cette oblique baissière, alors cela pourrait être positif. Jean, la moyenne mobile 200, c'est surtout en unité de temps journalière que je l'utilise. C'est là où elle est la plus pertinente. Quand on fait du suivi de tendance, du trend following, la moyenne mobile de référence, c'est la MM200. En théorie, on n'achète aucun titre qui évolue sous sa MM200. On n'achète que des actions qui évoluent au-dessus de la MM200. Ensuite, on part aux États-Unis avec Amazon. Au final, le graphique d'Amazon ressemble beaucoup au graphique du Nasdaq, c'est-à-dire une hausse qui a démarré en fin d'année dernière, quasi linéaire sur les 6-8 derniers mois,
Les opérateurs ont acheté la tech à fond et Amazon faisait partie du Big 7 ou du Big 10 des valeurs qui ont drivé la hausse. La zone de soutien de court terme me semble être entre 125 et 128 $. Tout comme le Nasdaq, elle a baissé là depuis 10 jours graduellement, elle essaie de se stabiliser. Il n'est pas dit qu'on n'aille pas un cran en dessous, retravailler les 130 ou les 128. Mais pour celui qui serait investisseur sur le dossier, qui veut remonter son stock de protection, 125 $ me semble être un bon pivot. Après, est-ce que j'achèterais du Amazon au cours actuel alors qu'elle n'est pas sur support? Pas vraiment. Ensuite, on revient en France avec Amundi. Amundi qui nous a fait une sorte de faux démarrage le mois dernier. Elle était sur support, Amundi, autour des 52-53 €. Elle a repris sa MM200 à la hausse et elle est venue se taper la tête à 58-50 sous une zone de gap. Une zone de gap, c'est un trou de cotation qui avait été ouvert ici entre le 19 mai et le 22 mai. Lorsqu'on a par exemple une publication de résultats, une recommandation baissière d'un analyste, on peut avoir une clôture le vendredi à un prix et le lundi on va ouvrir 3 ou 4% en dessous. Et bien cet écart entre la clôture du vendredi et l'ouverture du lundi, c'est un gap, c'est un trou de cotation puisqu'il n'y a pas eu d'échange sur cette zone de prix et généralement la borne basse et la borne haute d'un gap sont des résistances. Donc elle est sur support depuis des mois, elle a tenté de se reprendre, elle s'est pris une claque, elle est revenue sur support. Ce qui compte ici, c'est la tenue de ce fameux support. On a testé les 51, 50, 52 € vendredi dernier. Pour l'instant, ça tient. Il faut impérativement tenir au-dessus de cette zone de prix. Ensuite, on file de nouveau sur la bourse parisienne avec Argan. Argan, elle est baissière à moyen terme sur 18 mois. Elle a échoué à dépasser sa MM200 ici en juin 2022. Elle a échoué à passer sa MM200 ici en mars 2023. Elle est désormais dans un range. Un range, c'est un canal horizontal de fluctuation. Si et seulement si on arrive à sortir de ce range par le haut, elle donnerait un signal haussier. Pourquoi est-ce que ce signal serait plus pertinent encore qu'un autre? Eh bien parce que désormais la borne haute de ce canal se confond avec le niveau de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici, casser les 74,50 € voudrait dire casser un range par le haut et casser la MM200. Ce qui serait un double signal en quelque sorte, ce qui serait plutôt positif. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas? Parce que parfois on est dans un range et on en sort par le bas. C'est pour ça que je ne m'intéresse qu'aux sorties de range par le haut, quand il y a de la volatilité à la hausse, quand il y a des volumes, quand on casse un niveau, quand il y a un changement d'état d'esprit sur la valeur, parce que je ne sais pas si cette latéralisation va durer pendant 2 mois, 6 mois ou 2 ans. Je ne sais pas si on va sortir par le haut ou par le bas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on sort par le haut d'un range, la probabilité que la hausse continue est plus forte que lorsqu'on évolue à plat dans un range. AXA, j'ai pas grand chose à dire, elle est neutre depuis janvier 2023, secouée par la crise des bancaires, mais elle a tenu bon. Elle vivote autour des MM200. MM200 est légèrement haussière. Si le CAC tient la zone actuelle et remonte vers 7500, 7600 points, il ne serait pas étonnant qu'elle tienne, voire qu'elle remonte. Ce qui m'importe ici, c'est la propreté de cette oblique baissière qui passe par les plus hauts des derniers mois et qui nous indique une sorte de zone pivot autour des 28 €. Si elle casse les 28 €, elle sort de sa neutralité à la hausse et elle relance la dynamique haussière qui est en place depuis l'été 2022. Voilà. Donc plutôt neutre, mais si ça passe les 28, 28, 20, c'est peut-être qu'elle en a encore sous le pied. Ensuite, toute petite valeur, Bio UV Group. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Hop. Bio UV, c'est tout petit. Alors. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
pas. Création avancée, qu'est-ce que ça me fait? Désolé. Bon, je vais faire quelque chose d'assez radical. Je vais redémarrer Pro Real Time. Je vais regarder vos questions en même temps. Ça prend 2 secondes, vous inquiétez pas. Pum, pum, pum. Les questions dans le chat, c'est bon, vous vous êtes répondus les uns aux autres, c'est parfait. Je vous remontre la liste des valeurs dont on parle. Ah bah, on ne peut pas. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On n'y arrive toujours pas, super. Bah alors. J'ai jamais eu ça. On va y arriver. Bio UV. Petite valeur Covid. Enfin, qui avait décollé pendant le Covid parce qu'ils ont des systèmes de nettoyage de l'eau, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, ou de l'air. Bio UV, donc, qui avait travaillé en fait en mars 2022 la zone des 3,50 €, qui est revenu sur cette zone en mai 2023 et qui l'a retravaillé en août 2023. Donc c'est baissier à moyen terme, c'est baissier à long terme, c'est accidenté, c'est peu liquide, mais élément positif, si vous êtes dedans, si vous avez acheté en bas ou si vous êtes bloqué dedans depuis un certain temps, il est positif de noter qu'elle a fait un double creux sur les 3,50 €. Il ne faudrait pas passer en dessous les 3,50 €. Et tant qu'on est au-dessus, il y a des espoirs de rebond technique vers la zone de gap laissée ouverte ici sous 4 €, voire même l'AMM 200 à 4,30 €. En tous les cas, il y en a qui jouent la hausse à court terme. Ensuite, on retourne sur la grosse valeur avec Capgemini. Capgemini, elle est dans un range. Elle a été vers la borne basse de son range, alors que le CAC 40 lui-même était sur la borne basse de son range. Donc un range, c'est un canal horizontal pour rappel. Capgemini ne nous offre pour l'instant rien d'autre, mais c'est déjà pas mal pour celui qui achète sous les 160 € depuis des mois. C'est une stratégie comme une autre, ce n'est pas la mienne. Moi, j'aime pas acheter forcément des valeurs qui sont dans des ranges. Mais force est de constater que ça peut être une bonne stratégie sur certaines actions. Ensuite, on regarde une petite valeur biotech Carmat spécialisée dans les cœurs artificiels. Elle est proche de l'arrêt cardiaque, la pauvre. Faut dire que, comme toutes les biotech françaises, ça lève de l'argent en permanence et ça dilue les actionnaires. Donc, l'action, comme de nombreuses biotech françaises, est en baisse sur plusieurs années. Force est de constater qu'à très court terme, elle est aussi en tentative de creux. Il y a vraiment pas mal de petites et moyennes valeurs qui tentent de se reprendre. Alors chez certaines valeurs, c'est des rebonds techniques qui permettront de prendre des gains à court terme ou de sortir quand on était bloqué dessus. Sur d'autres valeurs, c'est encore plus significatif. Voilà, je ne suis pas fan puisque c'est une biotech et que je n'aime pas les biotech. Je ne suis pas fan puisque la valeur est baissière à moyen terme. Mais force est de constater qu'elle est dans un range depuis 3 mois et qu'elle vient de positivement tester la borne basse de ce range. À 6,90 €, 12, 13, il y a du soutien. Il y a des acheteurs sous les 7 € en gros. Donc ça permet de savoir où on met son stop de protection et d'avoir un risque potentiellement limité ou du moins calculé, connu à l'avance. Après, il ne faut pas qu'il y ait un gap à la baisse, évidemment. Ensuite, Katana. Katana, elle est dans son range. Elle est imperméable à ce qui se passe sur les indices. Et il y a une petite tendance haussière quand même qui se dessine sur les dernières semaines, malgré le calme estival. Katana, comme vous pouvez le voir, se cherche depuis 1 an et demi, 2 ans.
Elle est soutenue. À chaque fois qu'elle revient sur les 6,60 €, 6,70 €, il y a des acheteurs. Et maintenant, il faudrait, pour les acheteurs, qu'on arrive à casser les 7,50 € et la barrière des 7,70 €, ce qui permettrait de libérer un potentiel haussier sur le titre qui est pour l'instant relativement neutre, avec une petite pente positive quand même, signalons-le. Ensuite, on va aux États-Unis, Charter Communication. Donc là, on est sur un titre qui était magnifique en 2019-2021, qui a perdu 70% en 2022, qui se stabilise depuis. On était dans un range, on en est sorti par le haut. Je ne suis pas particulièrement fan de cette configuration. L'important ici, c'est de tenir la zone des 400 $ et de réussir à remettre un coup de collier et de passer de neutre à haussier. Il y a eu un beau mouvement haussier de court terme de 30%. Elle pourrait avoir besoin de latéraliser un certain temps avant d'éventuellement continuer sa course. C'est moins pire qu'il y a 3 mois, mais à moyen terme, ça reste une configuration qui est un petit peu molle, quoi. Coca-Cola. Coca-Cola, elle est dans un range totalement neutre sur les derniers mois. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je vais pas en dire du mal, c'est une superbe action à très long terme. Mais force est de constater qu'elle est au même prix qu'en février 2022. Donc en fait, en gros, ça fait 18 mois qu'elle n'a pas bougé. Vous voyez que les prix cassent MM200, reviennent sous MM200, cassent MM200, reviennent sous MM200. Elle se cherche. J'ai tracé une oblique passant par les tops en haut, une oblique passant par les bottoms en bas. Bien évidemment, il vaudrait mieux casser par le haut que par le bas. Il faudrait casser les 64-65 $ pour relancer la dynamique de fond de moyen-long terme. Pour ceux qui veulent acheter, en théorie, c'est risqué, mais le risque est mesuré, dirons-nous. La zone des 59-60 $, c'est la zone de soutien. Pourquoi est-ce que c'est risqué? Parce qu'on achète en l'absence de signal haussier, mais on achète à proximité d'un support. Donc en fait, ça permet de mettre un stop relativement serré sous les 58,50 ou les 58. Si vous achetez une action à 59,50 avec un stop à 57,50, vous risquez 3,5% sur votre scénario. 3,5%, c'est pas cher payé pour tenter de rentrer à l'achat sur une valeur haussière de moyen long terme. Coinbase, côté au Nasdaq, elle est très corrélée au Bitcoin. Les cryptos ont corrigé ces dernières semaines, elle a fait de même. Le Bitcoin tente de se stabiliser et le Nasdaq fait de même, donc elle fait de même aussi. Je dirais qu'ici on a un pivot à 70 $. Voilà. Elle est dans une sorte de petit biseau descendant. Les cours sont en train de se comprimer. Va-t-elle en sortir par le haut? Telle est la question. Je pense qu'elle dépendra bien évidemment du sort du Bitcoin. Voilà. Si le Bitcoin arrive à tenir le bas de son range, à se reprendre, elle fera de même. Si au contraire, le Bitcoin ne retrouve pas sa superbe, que le Nasdaq, après 2-3 jours de rebond, repart à la baisse, il y a des risques de nouveau d'aller vers les 60 $. Je préfère acheter du Bitcoin si j'ai envie d'être positionné sur les cryptos plutôt que d'acheter du Coinbase, courtier qui en plus a des petits soucis avec la justice américaine en ce moment. Ensuite, on retourne sur une petite valeur française, CrossJet. Alors, ce n'est pas une biotech, c'est une medtech. Les biotech travaillent sur des médicaments, comment dire, désolé, la fatigue me prend un petit peu, il faut que je reste dynamique. Les biotech travaillent sur des médicaments, des molécules. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça fonctionne pas, il arrive que l'action fasse moins 80%, notamment si c'était le seul produit sur lequel elle travaille. Une medtech, c'est une société qui travaille plutôt sur de l'outillage, par exemple, des procédés pour pouvoir faire des injections, pour pouvoir créer des machines, des outils qui vont pouvoir être utiles dans le milieu médical.
J'avais écrit sur CrossJet en fin d'année dernière ou début de cette année sur ma newsletter pour dire que c'était une valeur qui était volatile mais qui était intéressante parce qu'elle avait réussi à gaper, à faire un gros trou de cotation au-dessus de sa MM200 et à s'installer au-dessus. Malheureusement, besoin de financement comme d'habitude, peut-être une lassitude des investisseurs, donc elle était revenue sous sa MM200 et elle tente de réagir. Euh, alors, je me dois de vous dire que j'en ai en portefeuille parce que j'aime bien sa façon de construire. Elle a construit ici une base en 3 points avant de repartir à la hausse. Elle est en train ici d'essayer de construire une base. J'ai noté qu'elle était dans un petit range depuis 10 jours. Elle en est sortie par le haut. Hier, il y a eu des volumes très importants. Et je ne l'explique pas, en fait. Je ne sais pas si c'est un journal financier ou un groupe de traders ou un forum boursier qui s'est épris de cette valeur. Je sais que moi, ça fait un bout de temps que je la suis et les volumes d'hier m'ont alerté, donc j'ai pris position dessus. Pour l'instant, c'est pas que c'est prématuré, mais c'est que c'est agressif comme prise de position sur le fait qu'on reprenait la MM200 et qu'il y avait des volumes importants alors qu'on est en plein été. Le plus dur reste à faire. Les 4,05 c'est les plus hauts qu'elle a atteints il y a 15 jours, 3 semaines. Les 4,15, 4,18 c'est les plus hauts atteints au mois de juillet. Si et seulement si elle casse les 4,05 et ou enfin les 4,18, là on pourra parler de relance de la dynamique haussière de moyen terme, de signaux haussiers de court terme. Pour l'instant, c'est les prémices. Voilà. Moi je passe ma journée devant les écrans, je regarde beaucoup de valeurs. Lorsqu'il y a des tentatives de démarrage comme ça, j'ai tendance à être assez agressif dans mes prises de position. Et puis si la position prend, si on casse des résistances, je vais avoir tendance à renforcer la position pour accompagner le mouvement. A l'inverse, si la position ne prend pas, qu'on repasse sous MM200, qu'on repasse sous les 3,80, eh bien ce sera une perte. C'est pas grave, ce sera pas la première, ça fait partie du trading. Ensuite, Derichebourg, DBG. Je dirais qu'il y a du mieux parce qu'on est passé de baissier à neutre, mais il n'y a encore pas grand chose à dire. La MM200 est passée de baissière à neutre. On a essayé de repasser au-dessus des MM200 en mai, on n'a pas réussi. On a essayé de repasser en juillet, on n'a pas réussi. Un premier point positif, ce serait de repasser au-dessus des 5,50 et de la MM200. Un véritable point positif, ce serait la cassure des 5,78, 5,80. Voilà. Pour l'instant, on est passé de baissier moyen terme à neutre sur les 3 derniers mois. Maintenant, il serait temps pour les acheteurs qu'elles donnent des coups de collier. Il faut repasser les 5,50, il faut repasser les 5,78. En l'absence de signaux haussiers, je préfère rester à l'écart de ce genre de configuration. Ensuite, Disney. Disney, les chiffres de fréquentation des parcs sont complètement pourris. Et ça se voit dans les cours. Elle a cassé sa MM200 fin 2021, elle est extrêmement baissière depuis, elle a essayé de se réinstaller une ou deux fois au-dessus des MM200, elle n'a pas réussi, et alors que les indices rebondissent, elle est encore dans le trou. Alors si les indices continuent leur rebond, de reprendre des couleurs, etc., il y a peut-être des traders qui vont vouloir jouer la proximité des supports avec des stops serrés et prendre position dessus. Me concernant, vous connaissez la chanson, on est désormais neutre, je trace mon range, la borne haute du range se confond avec une zone de gap et la MM200, donc on a un niveau horizontal plus un gap plus une MM200, donc une triple résistance à 95 $. Je préfère louper les 10 premiers pourcents de hausse, louper les 10 premiers pourcents qui feraient passer le titre de 85 à 95 pour ne rentrer qu'au-dessus de 95 une fois un véritable signal haussier puissant donné. En l'absence de signal haussier puissant, je préfère aller faire autre chose. Ensuite, Eli Lilly. Là, on est sur un magnifique titre haussier court, moyen, long terme et on aimerait
avoir plus d'investisseurs qui s'intéressent à ce type de valeur. Vous voyez la différence entre ça et Disney? Ou entre ça et Carmat? Ou entre ça et Coinbase? Ou entre ça et Alphen? Ici, les plus bas sont de plus en plus hauts. La MM200 fait support. Dès qu'on passe sous MM200, il y a des forces de rappel. Les résultats parfois entraînent des gaps haussiers, ce qu'on appelle des runaway gaps. Et voilà, ici c'est fortement haussier au-dessus des 500$. On remonte les stops sous les supports, on accompagne et on essaye d'avoir de plus en plus de valeur dans son portefeuille qui ressemble à cela. Voilà. Ensuite, Eramet. Eramet, elle est baissière à moyen terme, elle est sous MM200. La seule raison qui fait que j'en ai parlé, c'est que des lecteurs me l'ont demandé et qu'elle fait un petit double creux à court terme. Voilà. Il y a du moins pire. C'est pas ce qui me plaît comme configuration, mais si vous êtes investisseur, que vous êtes dedans, eh bien, faut espérer qu'elle reste au-dessus des 71€ et qu'elle fasse son double creux et qu'elle reparte vers la MM200 et les 85€. Ensuite, Esker. Esker, ça a été une valeur trend following absolument magnifique pendant des années. 2018, 2019, 2020, 2021, c'était la fête. Et puis un jour, le jouet est cassé. Violente cassure des MM200 début 2022. D'abord la chute, ensuite la stabilisation. Vous voyez bien qu'un titre qui chute, qui chute, qui chute, qui chute, même une fois que le couteau est planté, ça ne veut pas dire qu'il va repartir à la hausse. Celui qui a acheté dans la chute à 135, 140€ en juin 2022, on est un an plus tard, il n'a rien gagné, rien perdu, il ne s'est rien passé. Il perd son temps. Au cours actuel, il n'y a rien à dire. Elle est à l'intérieur d'un range, elle vivote au-dessus des mêmes 200. Ce n'est que la cassure des 170€ qui serait un signal fort de changement d'état d'esprit avec à ce moment-là des investisseurs prêts à payer plus cher et une dynamique dans les prix. En l'absence de dynamique des prix, il n'y a pas d'intérêt. Essilor Luxottica, elle se tient et elle a une bonne relation avec sa MM200. Vous voyez que en 2022, elle bloquait sous MM200, encore ici, puis elle a réussi à la passer. Et à partir de là, la MM200 est devenue support. Alors c'est pas exactement la MM200, hein. Des fois elle fait 2% sous sa MM200, mais vous voyez bien le changement d'état d'esprit. Partie gauche, chaque rebond est vendu sous MM200, partie droite, chaque trou d'air est payé sous la MM200. Nous, ce qu'on veut, c'est soit détecter la cassure violente d'une MM200 à la hausse, attestant d'un changement d'état d'esprit, soit acheter par la suite sur les contacts positifs de la MM200. Ainsi, si on est acheteur, on aura tendance à mettre son stop sous le creux précédent ou celui d'avant. Comme ça, si vraiment on enfonce MM200 et qu'on la lâche pour de bon, on sortira de position. Mais sinon, tant qu'on tient bien la MM200, on reste en position. Esso, elle est très corrélée pétrole, hein. Elle est montée parce que le pétrole était en forme, elle est retombée parce que le pétrole consolidait. Moi j'aime bien parce qu'elle a bien tenu ces derniers mois. Elle a cassé une oblique ici qui passait vers 51,50 et elle s'installe au-dessus. Elle était dans un petit range, elle en est sortie par le haut. Elle est revenue tester le haut du range sous la forme d'un pullback, enfin d'un throwback. Donc voilà, c'est propre. Il y avait une résistance, elle a cassé, on est revenu dessus, on met son stop dessous et puis on espère que la hausse prenne le pas à un moment donné. Ensuite, Eurofins. Là, c'est baissier à court et à moyen terme. Eurofins était dans un range. Donc vous voyez ici l'importance d'attendre la cassure d'une MM200. Eurofins, elle est revenue sur MM200 ici, elle n'a pas réussi, ici non plus, ici non plus, ici non plus. On a beau me dire c'est un bon dossier de moyen terme parce que blablabli blablabla. Non. Tant que la valeur est baissière sous MM200, il n'y a pas de signal acheteur, ça peut aller plus bas, preuve en est encore aujourd'hui.
Ici, il faudrait réussir à réintégrer le range précédent, puis à remonter au-dessus des 60 euros, puis à casser les mêmes 200. Encore une fois, on n'achète jamais au point bas en bourse, mais il vaut mieux acheter une valeur lorsqu'elle se retourne et qu'elle donne des signaux haussiers plutôt que d'acheter une valeur qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas et qui est tout simplement baissière. Euronav pour ce cher value. Euronav, valeur qui est restée neutre et qui s'est cherchée pendant des années 2018, 19, 20, 21 avant de décoller fort en 2022. C'est assez rare pour être souligné. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce biseau descendant dont on a réussi à s'extraire par le haut en plein été avec des volumes pas exceptionnels mais un tant soit peu conséquents pour un mois d'août. Donc parfois ce genre de volume et de hausse linéaire arrive avant une bonne nouvelle, un contrat, des résultats positifs, quelque chose. Il y a un regain d'intérêt, il y a quelque chose qui fait que, en tous les cas, depuis 2-3 semaines, il y a beaucoup de gens qui en achètent. Et tous les jours, pratiquement, elle fait de nouveau plus haut. Donc voilà, le premier point positif, c'était la sortie de biseau baissier à 14,80. Le deuxième point positif, c'était de passer au-dessus des mêmes 200 à 15,70. Et je dirais que si je devais choisir un pivot, ce serait ça, les 15,70 pour pouvoir mettre mon stop en dessous. Sous le point bas ici des 15,20. Voilà. Pour moi, si on repasse de 17 à 15,20, on neutralise la dynamique et on redevient neutre. Tant qu'on reste au-dessus des 15,20, 15,70 et de la MM200, elle peut continuer sa course et peut-être aller plus haut. Ça fait beaucoup 50 valeurs. Hein. Surtout quand Pro Real Time fait des siennes et que j'arrive pas à charger les graphiques assez vite. Gerbet, on en avait parlé à 18 euros, à 19 euros, à 20 euros. Elle est maintenant à 21,50. Elle a créé une base de soutien ces 15 derniers jours au-dessus des 20,30 euros. Il y a les 20,30 € en support, il y a les 20 € en seuil psychologique. Personnellement, si je devais mettre un stop, je le mettrais sous les 20 €, puis je l'oublierais. Voilà. Si elle latéralise et qu'elle retombe sous les 20 €, c'est qu'elle neutralise son signal donné il y a quelques semaines. Tant qu'elle reste au-dessus des 20 €, 20,30 €, elle est en dynamique. Et si elle casse les 22 €, elle peut continuer sa course. On est quand même sur une belle configuration de retournement de moyen terme. Guillemot, elle est en attente, elle est sur un gros seuil hebdomadaire et elle se cherche. Elle est entre 6,50 et 7,75. Elle a été baissière pendant longtemps, elle est désormais neutre depuis 5-6 mois. Il faudrait casser les 7,70, 7,75 pour être positif à court terme. Pour l'instant, pas grand chose, très peu liquide, faites attention, en attente d'un signal. Carlray, elle est toujours dynamique. Elle avait besoin de consolider sa hausse récente de 15 à 32 €. Et elle est revenue sur le support des 26,50 sur lequel elle réagit bien positivement aujourd'hui. Elle prend 6%. On a une belle zone de soutien en fait entre 25 et 26,50. Donc si j'étais investisseur dessus aussi à moyen terme, je mettrais mon stop sous les 25 et puis advienne que pourra. Clarsen, là on va dans la small cap, bien dynamique ces derniers temps, mais qui arrive sous résistance, donc il faut voir si ça passe en force ou si une pause s'impose. On est sur une sorte de stratégie du phénix ici, c'est-à-dire une valeur qui a été baissière pendant des années, puis qui a réussi à s'extraire de sa dynamique, qui a été très volatile depuis 1 an et demi, 2 ans, et là qui essaye de créer quelque chose, vous voyez, avec des plus hauts, des consolidations, des redémarrages, consolidations et ainsi de suite. Donc là on approche d'une zone résistance, donc c'est normal que ça patine un petit peu. La zone de support, elle est un peu loin maintenant, elle est à 3,16, 3,15. En théorie, si on est moyen termiste sur une small cap, on a des stops relativement larges, c'est légitime. Et il faut casser 3,95 pour donner un nouveau signal et éventuellement accélérer.
Clépierre, bah là ça fait partie des exemples de valeurs sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire puisqu'elle est complètement neutre depuis des mois et que à mon sens il n'y a rien à faire là-dessus. Depuis 2021 en fait, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est une valeur comme Capgemini pour les traders de range, c'est-à-dire les traders de canaux horizontaux. On peut l'acheter à 17-18 euros et gagner 20-25% et sortir et recommencer et ainsi de suite. Mais sinon, il y a une absence totale de dynamique. L'Oréal, on retourne sur le marché français de la grosse valeur dans le luxe. Elle est sur pivot. Tout comme le CAC 40 a touché le bas de son range, L'Oréal est venu chercher une zone horizontale. Elle avait travaillé les 395 une fois, deux fois, trois fois. Il y a une quatrième fois. Il y a la MM200 qui est à 390. Il y a un niveau horizontal à 392. Voilà, on a la zone à tenir. 390, 395. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on passe dessous, ça peut glisser. C'est d'ailleurs la même chose sur LVMH, sauf que LVMH, elle était pile poil sur MM200 et qu'elle a cassé MM200 pour mieux revenir chercher la zone horizontale qui était juste un cran en dessous. Je pense aussi que c'était fait pour nettoyer les acheteurs de court terme qui avaient des stops trop courts, pile poil sur MM200. Elle était allée plus haut, plus fort que les autres, donc quand elle respire, ça peut être par à-coup et un peu plus puissant aussi. Vous voyez ici qu'on avait fait un plus haut à 760 début 2022. En fait, elle est revenue à proximité de ce seuil. Elle est revenue à proximité du seuil de mars 2023. Et puis je pense que la plupart de ceux qui sont sur LVMH, ils font du moyen long terme. Donc ils ont des stops au minimum sous les 750. Ensuite, on va sur de la micro-cap avec Novacite. Novacite qui a déchaîné les passions pendant le Covid et qui est passé de quelques centimes à 13 euros avant de repasser de 13 euros à quelques centimes. Trois vagues haussières récentes sur Novacite qui l'ont poussé sous les 1 euro. Elle les a touchées. Pour l'instant, ça ne passe pas. Attention ici aussi à la volatilité, attention à un titre qui vient de faire x2,5 et qui peut perdre facilement 20%. Si vous achetez ça, sachez que vous mettez les pieds sur un dossier technique, complexe, volatile, pas forcément très qualitatif. Certes, il y a de la trésorerie, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, ne vous faites pas scotcher à l'achat à 0,95 parce que vous avez payé pile poil sous résistance un titre que vous ne connaissiez pas parce que vous avez vu sur les forums que ça allait monter très fort. N'oubliez pas les stops. Et si ça pète les 1 euro, ce sera magnifique. Mais si ça pète pas, ça peut consolider aussi rapidement, fortement. Donc il faut rester sur le qui-vive. Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, elle était dans un range pendant des mois. Elle l'a cassé et elle a cassé MM200. Donc c'est moche. Vous voyez que sur mon graphique, il y a une alerte à 1,49. Parce que si on repasse les 1,49, ça veut dire qu'on repasse au-dessus des MM200 et qu'on réintègre le range. Et donc parfois, si vous voulez, il y a des titres qui sont dans un range qui sortent par le bas pour mieux réintégrer à la hausse. Ce qu'on appelle un bear trap, un piège. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Si vous regardez une valeur comme Thales, elle est dans un range. À chaque fois qu'elle touche le bas de son range, elle réagit positivement, il n'y a pas de problème. Mais là-dessus, on est sur de la petite valeur, pas forcément très quali. Donc c'est moche. Mais si ça repasse les 1,50, ça peut être intéressant à suivre. Procter et Gamble au NYSE. C'est relativement neutre depuis début 2022. Elle a un comportement un peu spécial. C'est vraiment 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Elle fait des plus hauts de plus en plus haut, mais à chaque fois qu'elle fait un nouveau plus haut, elle baisse de 10, 15, 20%. Vous voyez, elle est ici à 150, elle fait un nouveau plus haut, boum, elle perd 15%. Elle refait un nouveau plus haut à 155, hop, elle reperd 10%. Donc c'est le genre de valeur que j'aurais tendance à essayer d'attraper sur repli. Donc ici, plutôt vers 148 $ sur la MM200, si j'avais envie d'en acheter.
ou bien j'attendrai carrément qu'elle casse son plus haut historique à 165 pour y rentrer. Voilà. Parfois, il va falloir 1 an, 2 ans de latéralisation, de montée en escalier, d'attentisme avant que ça finisse, lorsque tout va bien, à sortir par le haut. Parfois, il vaut mieux attendre la sortie par le haut, tout simplement. Ensuite, une de mes valeurs préférées, non, c'est une blague, je sais, c'est Renault. Renault, je voulais juste vous la montrer parce qu'elle a une bonne relation avec sa MM200 depuis quelques semaines. Elle est haussière à moyen terme, elle est au-dessus des MM200, elle a testé MM200 ici en juin, elle l'a tenue, elle a retesté MM200 ici en août, elle l'a tenue. Donc si j'étais à l'achat sur Renault à court terme, j'aurais tendance à mettre mon stop sous le dernier plus bas, sous la MM200. Tant qu'on tient au-dessus, c'est qu'il y a de la dynamique et on peut aller de nouveau chercher les 40, voire les 43. Si on passe sous MM200, c'est que ça perd de sa superbe et dans ces cas-là, je préfère faire autre chose. Ruby, elle est extrêmement baissière à court, à moyen terme et à long terme, mais elle essaye de réagir à proximité de ses plus bas de 2022 ici à 21 euros. Voilà, on a une petite latéralisation qui se met en place. Le plus haut récent est à 21,96. Si elle casse les 21,96, 22 euros, il y aura peut-être un rebond technique vers les 22,60 et qui sait, peut-être un cran au-dessus. Moi, je ne suis pas acheteur de ce type de configuration, c'est baissier, mais pour ceux qui sont dedans, il faut espérer que ça repasse les 22 euros et qu'il y ait une tentative de double creux. Safran, c'est de la hausse progressive, constructive, lente mais efficace. Ça monte, ça conso, ça monte, ça conso, ça monte, ça conso, ça peut conso un certain temps. Ce qu'il faut espérer derrière, c'est que ça casse les plus hauts ici récents à 152, puisque c'est le plus haut historique datant d'avant Covid, de février 2020. Dans le meilleur des mondes, voilà, on a eu une hausse progressive au-dessus des MM200. La MM200 est en train d'arriver au contact des prix, ça réagit et si les résultats sont au rendez-vous, elle cassera ses plus hauts historiques. Si le CAC devait consolider, corriger, elle pourrait revenir vers les 135 euros, ce qui serait une zone d'achat théorique sur ce titre. Donc voilà, 135 pour acheter ou au-dessus de 153 pour renforcer, pourquoi pas. En tous les cas, c'est une belle valeur. Seb, elle est en retournement progressif autour des mêmes 200. On en avait parlé pendant l'émission du mois de juin. Elle a tenu MM200, elle fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. J'ai un support horizontal à 96 avec une MM200 qui arrive à proximité des 1,96. Donc si j'étais acheteur, j'aurais mon stop de protection sous les 94. Voilà. En espérant que la hausse continue, qu'elle attaque les 107, puis les 110 et qu'elle continue sa reprise haussière avec une invalidation sous 94. Ensuite, on retourne aux États-Unis avec ServiceNow. La question. Alors, je regarde vos commentaires et vos questions en même temps. Quelqu'un me parle d'une action Coca à 80 $, je ne sais pas quelle est la différence. Quelqu'un me demande s'il faut acheter Nvidia la veille des résultats. La question est la réponse est dans la question. Si vous avez envie de jouer, jouez, hein, mais moi je préfère aller au casino. Sait-il pourquoi l'action Apellis Pharmaceutical a autant chuté? Alors, c'est une bonne question. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on va sur un site de bourse comme Zone Bourse, on cherche la valeur Apellis Pharmaceutical, on va dans les actualités, il n'y a pas d'actualité. Dans ces cas-là, on va sur MarketWatch, site américain. On cherche Apellis Pharmaceutical, on trouve la valeur.
Et il n'y a toujours pas d'actualité. Donc, je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi cette valeur a eu des soucis, désolé. Je regarde le graphe. Ah oui, la baisse s'est faite ici, le 17 juillet. Le 17 juillet. Donc il y avait bien de l'actualité, hein. Si vous voulez des news sur des actions, vous allez soit sur Zone Bourse, soit sur MarketWatch. Et vous allez dans les rubriques actualité comme je viens de le faire et vous aurez la réponse à vos questions. Allez, on retourne sur la fin de notre liste. ServiceNow. ServiceNow, elle est sur support. Elle est haussière à long terme, elle est haussière à moyen terme au-dessus des MM200, c'est mignon comme configuration, elle avait besoin de consolider sa hausse récente sur les 3 dernières semaines, et il y a une très belle zone de soutien ici dessinée autour des 530$, donc si j'étais dessus, je mettrais mon stop sous cette zone de prix en espérant que la dynamique haussière de moyen terme reprenne. Ensuite, on repasse en France avec SII, S2I. Là, on constate que c'est une valeur de trend following qui est au-dessus des MM200, mais qui a pour habitude de faire des petits trous d'air sous MM200. On constate que la hausse patine un peu. C'est le genre de titre sur lequel il peut y avoir des prises de bénéfices quand le marché rebondit, parce que vu qu'elle est tout en haut, il y a des gens qui sortent des valeurs qui sont tout en haut pour acheter des valeurs qui sont sur repli. Elle a un gap laissé ouvert sous ses pieds, une MM200 à 50€. Il n'est pas inconcevable qu'elle revienne vers 49-50€. Ce qui serait d'ailleurs une zone d'achat sur repli pour ceux qui voudraient prendre position dessus. Ensuite, on va en Suisse avec Sika. Là, on a une valeur qui était un rouleau compresseur jusqu'en 2022. Elle a corrigé fortement. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne mobile à 200 périodes a été testée, puis cassée à la hausse, puis qu'on est venu à tester une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, ce qui m'intéresse moi, c'est que les cours commencent à faire une sorte de sourire, avec des plus bas un peu plus hauts que les précédents. Une sorte de rounding bottom, on appelle ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle attaque sous MM200, les acheteurs se présentent directement. Donc il faut absolument qu'elle réagisse dans les jours qui viennent et qu'elle repasse au-dessus des 251 dollars, des 251 euros ou francs suisses, je sais pas. Mais c'est maintenant. Ensuite, Super Micro Computer, ça a été une valeur du Nasdaq qui a explosé à la hausse, qui a fait un très beau mouvement et qui a, je suppose, publié des résultats qui ont chiffonné les opérateurs. Du coup, on a eu un gap baissier puissant, et dans ce genre de cas, le titre perd de sa superbe. Elle était fortement haussière, elle faisait des gaps à la hausse, elle était en trend following, elle est toujours haussière dans une optique de long terme, mais généralement après un chandelier baissier avec un gros gap baissier comme ça peut travailler pendant un certain temps. Ça peut très bien latéraliser dans un certain temps et construire une base avant d'éventuellement repartir. Donc dans ces cas-là, il faut attendre que la poussière retombe, il faut attendre que le couteau se plante, il faut attendre qu'une zone de soutien soit trouvée. À mon sens, il est un peu tôt pour intervenir sur le titre. Ensuite, encore un titre qui fait couler de l'encre, sur lequel beaucoup de gens parlent, Tesla. Tesla, moi je vous en ai parlé sur Twitter à 2-3 reprises quand on était sous les 300€, parce qu'elle était sous une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Forcément, quand je publie cette oblique baissière sur Twitter, les gens me disent « Ben oui, mais Tesla, elle est magnifique. Ben oui, mais pourquoi t'es baissier? Mais oui, mais quand on regarde sur le graphique, depuis 5 ans, elle a fait x40. » Ou bien on me dit ben oui, mais il faut que tu traces l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas et qui peut permettre un rebond. Non mais chacun son sens et son avis sur Tesla. Moi je vous ai indiqué que sous 300 elle était en danger, elle s'est pris moins 30 dans la tronche, elle est revenue sur un support alors que le Nasdaq était lui aussi sur support, donc elle rebondit. Ok, simplement moi je suis pas fan de Tesla et je suis pas fan d'une action qui depuis 18 mois fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas.
C'est pas parce que Tesla a fait x3 en 6 mois qu'elle est haussière pour autant en fait. Elle a fait x3, elle est juste revenue au prix d'août 2022 ou encore de octobre 2021. En fait, ceux qui sont dessus depuis 2 ans ne gagnent pas d'argent. Donc il est où l'intérêt? Alors ok, cool, elle reprend 5-10% après en avoir perdu 30. Ok, super, oui, il y a une zone de support. Oui, je l'ai vu, merci. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que vu tout le monde que j'ai vu euphorique dessus à 200, 220, 250, 280 et à 300, bien évidemment, c'était plus les gens n'étaient plus euphoriques, ils étaient moqueurs. Hey, vous avez vu Tesla, bah voilà, il fallait en acheter, elle est trop belle, nanani, nanana. Et puis derrière, elle fait moins 30. Voilà. Donc il y a des zones d'intervention. Si vous êtes acheteur, il faut acheter des grosses zones de soutien ou des cassures franches. Si vous êtes vendeur parce que vous n'aimez pas le dossier ou le personnage d'Elon Musk, faut le vendre sous des résistances, après des extensions haussières. Et que vous soyez acheteur ou vendeur, tout simplement essayez d'extraire de la plus-value et pas d'avoir raison ou d'écraser le camp adverse, quoi. TF1 c'est neutre, c'est très neutre, voilà. C'est baissier à long terme, c'est neutre sur 1 an. Elle a donné un signe de vie récemment en repassant au-dessus des mêmes 20. Il y a une zone de soutien ici vers 7,20, 7,30 avec la MM200, mais c'est totalement neutre, donc c'est pas vraiment le genre de configuration qui va m'intéresser. Tidewater, ça c'est plus intéressant déjà, valeur haussière aux États-Unis en trend following. Alors vous voyez qu'elle a tendance à faire une vague haussière, une consolidation, une vague haussière, une consolidation. Elle vient de faire une vague haussière, donc elle pourrait très bien faire une consolidation pendant un certain temps, avec 2 zones à surveiller, les 56-50 et surtout, pour quelqu'un qui apprécierait ce dossier mais qui voudrait en acheter sur un éventuel repli, les 50-51. Voilà. Les anciens plus hauts, en fait, une résistance qui casse devient un support théorique. Donc vous voyez, ça monte, ça conso, ça monte, ça conso, ça monte. Si ça conso, et ben c'est là où on essaye d'entrer sur repli sur un titre plaisant. Alors Obi-Gan Kenobi me dit Total Energy, Compagnie des Alpes. Le Total Energy, ça tombe bien, c'est la suivante. Compagnie des Alpes, elle n'est pas dans cette émission. Je l'ai publiée sur Twitter la semaine dernière. Donc vous allez sur mon compte Twitter et vous revenez en arrière dans le flux. Total Energy, elle est haussière à long terme, elle est haussière à moyen terme. Elle nous a fait un beau double creux sur les 51-52 euros. Tous ceux qui ont acheté entre 51, 52, 53 gagnent 10% ou plus. Malgré la baisse du pétrole depuis une semaine, elle est sur ses plus hauts. Donc il n'est pas inconcevable de penser qu'elle pourrait aller chercher de nouveau les 60 euros. Si à 60 euros ça passe, c'est cool. Si à 60 euros on échoue, peut-être qu'on pourra prendre une partie de bénéfice. Ça ne sert à rien de me remonter des questions supplémentaires. Puisqu'il y a 51 actions dans cette émission. D'habitude j'en fais 15 ou 20, là je pars en vacances donc j'en ai exceptionnellement fait 50, je ne vais pas en rajouter d'autres et encore moins rajouter Cybergun qui est une des pires valeurs du marché français. Les chroniques de Nicolas Chéron, c'est à quelle périodicité? C'est tous les 15 jours, le mardi à 13h française, mais pas dans 15 jours puisque je serai en vacances, donc la prochaine fois c'est dans un mois, le 19 septembre. Et je vais finir cette émission, sinon elle va durer 4 heures, avec Verallia. Verallia qui est haussière sur ses plus hauts annuels, qui tient très bien. Elle est solide. Belle base de soutien travaillée ces derniers jours à 38,80. Si on est court-termiste, qu'on était rentré ici par exemple aux alentours des mêmes 200 et qu'on veut remonter son stop de protection, on peut le mettre sous les 38,80 ou les 38,50. Si on veut acheter du Verallia parce qu'on est investisseur, on aimerait bien un retour sur les 36 euros, sur la MM200, la proximité de la MM200. Vous voyez ici, elle s'est envolée, là elle conso vers MM200, là elle s'envole, si ça passe pas, elle peut retourner sur MM200, et ainsi de suite. Ensuite, Virgin Galactic, SPCE, elle est totalement baissière et elle est sur ses plus bas.
Un espoir serait de casser les 3,10 $ à court terme, qui étaient les plus bas d'avril et qu'on a cassé la semaine dernière. Donc là, il faut absolument réagir. Mais bon, ça reste baissier à court, moyen et long terme, hein, Virgin, donc ça fait longtemps qu'elle ne m'intéresse plus. Visiomed, c'est une small cap française apparemment qui s'est fait attaquer par... alors je me rappelle plus des liens exacts, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui travaillent ensemble, qui se sont taclés entre eux sur LinkedIn. Il y a eu des allégations sur le groupe Visiomed, comme quoi il y avait des, des arrangements, des deals un peu opaques, des relations politiques, etc. Du coup, vendredi dernier, le titre a perdu 35%. Il est revenu sur sa zone de soutien ici à 0,30, 0,32. La société a répondu dans le week-end. Du coup, on a pris 30% hier. Ce qui est dommage avec ce genre d'allégations, ce genre de soucis, c'est que ça vient un petit peu abîmer le graphique. Point positif, on est revenu sur une zone de moyen terme qui a bien réagi. Maintenant, voilà, il faudrait se réinstaller au-dessus des 0,42 et de la MM200 pour qu'on fasse comme si de rien n'était. Ce qu'il y a, c'est que quand une valeur se fait attaquer comme ça par des partenaires, des concurrents, quelqu'un, ça vient jeter un peu un froid et ça fait sortir certains investisseurs qui ne reviennent pas derrière. C'est ce qui explique qu'on ne revienne pas forcément exactement au prix où on était au moment des allégations. Voilà, simple constat de ma part. Ça a été radical mais propre. On a cassé MM200, on est revenu sur un support de moyen terme, on est revenu au contact des MM200 et il vaudrait mieux se réinstaller au-dessus. Tout en sachant qu'on est sur de la small caps, ultra volatile, avec des mecs qui s'écharpent entre eux sur LinkedIn et que donc ce type d'accident peut avoir lieu. Donc certains peut-être chats échaudés craignant l'eau froide ne rentreront plus dessus. XFAB, on en a parlé il y a 15 jours. On a vu qu'elle avait cassé son plus haut annuel historique. On a vu qu'elle était en train de faire une GLB. Une GLB, c'est une cassure du plus haut historique correspondant au début de l'introduction du titre. Et je vous avais dit que souvent, quand on faisait une GLB de ce type, une GLB de type 2, c'est-à-dire une GLB où on est monté fortement avant d'arriver à la GLB, généralement, on va travailler cette GLB. On va travailler la zone de résistance. Et donc, on avait vu qu'il y avait un support à 10 €, qu'elle pouvait revenir dessus et stabiliser. Elle est revenue dessus, le support a été réactif. Donc ici, on a une belle dynamique haussière de moyen terme. On a des acheteurs sur les 10 €. Si on est court-termiste, on sait où placer son stop sous les 9,80 €, voire même sous les 9,60 €. Et pour l'instant, tout va bien sur ce dossier. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos commentaires, pour vos questions, pour vos remerciements. La dernière émission a été vue par plus de 25 000 personnes. Vous êtes désormais plus de 27 000 inscrits à ma newsletter sur le site nicolaschéron.fr. Ça fait chaud au cœur. Merci à tous. Merci à Mathieu, avec qui je travaille au quotidien pour pouvoir délivrer tous ces contenus sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous le répète, je serai en vacances, donc moins actif sur les réseaux dans les 15 jours qui viennent. Et la prochaine émission est dans un mois. Ciao Jean-Jean, merci Kogan, merci Starfox, Noélia, des bises. Et à très bientôt. Starfox me dit: avez-vous eu vent de la chute d'Apellis Pharmaceutical? Non, je ne connais pas cette société, je ne la suis pas, c'est une valeur américaine. J'entends que vous avez déjà fait énormément d'actions, simplement aucune information n'a été donnée. Je vous ai indiqué où trouver les informations, Starfox. Vous allez sur les sites Zone Bourse ou MarketWatch, vous tapez le nom de l'action Apellis Pharmaceutical et vous verrez qu'il y avait de l'actualité au mois de juillet qui expliquait la chute récente. En bourse, on peut avoir des formateurs, des personnes comme moi, des analystes sur les réseaux qui vous donnent des informations, mais il faut faire la part des choses. Moi, je vous donne la ressource pour trouver la réponse à votre question. À vous ensuite de faire le deuxième pas, c'est-à-dire d'aller chercher l'info et de la trouver par vous-même. Si vous êtes novice, évitez de trader tout ce qui s'appelle pharmaceutical.
évitez de trader les biotech et commencez plutôt par trader des valeurs françaises sur lesquelles vous avez de l'information sur des sites français. Vous verrez, ce sera plus facile et moins casse-gueule. Sur ce, je vous dis au revoir à tous. Merci pour vos commentaires, vos remerciements et à dans un mois. Ciao, ciao.